Bonjour à tous et bienvenue dans Rebond, votre émission mensuelle dédiée à la gestion des difficultés des entreprises. Amiable, procédure collective, gestion de crise, nous vous apporterons toutes les solutions, toutes les clés pour affronter avec succès les obstacles qui peuvent surgir sur la vie, sur le chemin de la vie de votre entreprise. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion autour du distressed M&A. Quand faut-il céder ou à l'inverse, acheter une entreprise sous-performante? Une question que nous allons décortiquer avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir dans cette émission, tout d'abord, Laura Bavou. Laura, vous exercez au sein du département restructuring du cabinet d'avocats Franklin. Alors, vous accompagnez des sociétés cotées ou non cotées, des startups, des fonds d'investissement, des dirigeants, des actionnaires et des créanciers français ou internationaux dans le cadre de procédures collectives, procédures amables et évidemment gestion des difficultés des entreprises. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour Béatrice, bonjour à tous. Merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci. À ma droite, Erwan Merli. Vous êtes administrateur judiciaire. Vous avez fondé Agir, l'étude d'administrateur judiciaire. Merci Béatrice de nous accueillir. Avec et merci plaisir. pour ce thème qui va être passionnant. À ma gauche, Renaud Sueur. Vous êtes cofondateur et managing partner de Arcol, qui investit notamment dans des entreprises majoritairement françaises, plutôt du B2B, c'est ça? Exactement. De l'industrie, des services, et qui réalisent entre 20 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, C'est ça. Dans des contextes de difficulté et parfois de sous-performance. Parfait, on va en parler. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à toi. Et enfin, Julien Sagné, vous êtes bien habitué de l'univers du restructuring, vous avez plus de 20 ans d'expérience dans ces métiers, du restructuring financier, mais aussi du distress M&A. Vous avez fondé en 2016 Cairn Partners, qui est partenaire de cette émission, et qui est une banque d'affaires qui est spécialisée dans les situations complexes. C'est ça. Merci de nous accueillir. Bienvenue sur ce plateau. Alors, je me tourne vers vous, on va attaquer directement dans le vif du sujet. Comme je le disais en introduction, il va falloir d'abord définir ce que c'est une entreprise sous-performante. Alors, Renaud. Écoute, je peux te donner le point de vue de l'investisseur. Au sein d'Arcol, comme tu l'as rappelé, Arcol qui investit dans les PME et ETI françaises, parfois dans des contextes de sous-performance et de difficulté. On définit la sous-performance comme l'état d'une entreprise qui est rentable, c'est-à-dire qui gagne de l'argent, qui est profitable, mais dont la rentabilité est décorrélée par rapport à ses pairs, c'est-à-dire inférieure à l'ensemble de ses pairs. On fait une différence entre la sous-performance, donc un résultat d'exploitation positif, à la difficulté. La difficulté correspondra à une entreprise qui n'a pas trouvé son équilibre financier d'exploitation et donc qui est en résultat d'exploitation négatif. Bien évidemment, entre la légère sous-performance et la grande difficulté, on a tout un gradient de situations avec chacune de ces situations présentant certaines spécificités. Alors, vous êtes spécialiste des entreprises sous-performance. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la définition de... Oui, nous on distingue les problèmes bilanciels qui vont devoir être traités dans le cadre plutôt de procédures amiables, des problèmes structurels qui vont nécessiter une restructuration financière mais aussi opérationnelle et qui généralement peuvent être traités dans un contexte amiable au départ et parfois qui tombent dans un contexte un peu plus judiciaire, pré-PAC cession ou plan de cession, voire même plan de continuation. Donc voilà, on fait la distinction entre un problème d'endettement et un problème de performance, de rentabilité. Donc on va couvrir à la fois l'amiable et à la fois le judiciaire. Tout à fait. Ce qui est intéressant, je rebondis tout de suite Béatrice, sur l'avis de Julien et puis de Renaud. C'est le diagnostic, il est là en fait. J'aime bien aimer la granularité que Renaud présente entre la distinction de la sous-performance et de la difficulté. Ça, c'est des notions qu'on connaît bien. Mais peut-être que l'observation extérieure, c'est aussi de se dire que c'est très difficile de poser l'auto-diagnostic de la situation dans laquelle on se trouve quand on est un entrepreneur, quand on est un actionnaire. Et que dans le fond, dans ces moments-là, il faut savoir s'entourer d'équipes bien particulières, d'hommes du chiffre, d'hommes du droit, ou de femmes d'ailleurs. Au contraire. De plus en plus de femmes, je dirais d'ailleurs. De plus en plus de banques d'affaires, etc. Parce que la vie de l'investisseur, de l'homme du chiffre, de l'homme du droit, va permettre de poser le bon diagnostic qui va nous mettre dans la bonne séquence. Et c'est à ce moment-là que, à partir de l'analyse, on va pouvoir se dire dans quel contexte je vais aller traiter ma cession. Est-ce que je vais la subir ou au contraire, est-ce que je vais la maîtriser? Et c'est l'importance peut-être de commencer à constituer une équipe dès lors qu'on se pose la question sur le point de savoir si on est sous-performant ou en difficulté. En fait, les conseils seront là, je dirais comme des garde-fous,
pour guider dans la prise de décision, éviter je dirais une chute virale qui aura des conséquences beaucoup plus profondes. Et là, on va aller sur du distress dur. Quand on attend trop, on ira sur du distress dur. Et guider en fait le dirigeant pour éviter toute prise de décision incongrue. Juste, je reviens un petit peu en arrière par rapport à ce que tu disais, Renaud. Moi, mais ça, voilà, ça n'engage que moi. Je suis totalement d'accord avec ce que tu disais. J'ai juste une vision un petit peu différente. Tu disais qu'entreprise sous-performante, c'est qu'elle est rentable. Moi, je classe aussi là-dedans les entreprises qui sont non rentables mais qui appartiennent à un groupe grand compte et pour laquelle le groupe grand compte, de manière assumée, a toujours mis de l'argent pour la soutenir. Voilà. Je classe aussi ces entreprises-là qui sont un petit peu les canards boiteux des grands groupes dans les entreprises sous-performantes. Qui vont être sûrement les reines des carve-out. Exactement, exactement, on s'est compris. J'aimerais rebondir sur un point d'Erwan, la notion de diagnostic. Toujours, encore une fois, je vous livre le sentiment de l'investisseur. Plus important que de savoir quel est le niveau des difficultés, sous-performance, grande difficulté, la question première que nous nous posons en tant qu'investisseurs, c'est la problématique du diagnostic et de l'identification de la cause des difficultés. Parce qu'en réalité, comprendre le niveau de difficulté va nous permettre, si intérêt il y a, de dimensionner le plan de reprise. Mais ce qui va créer l'intérêt, c'est bien l'identification des causes de la sous-performance ou de la difficulté et la conviction qu'on est en capacité ou pas d'aller les traiter. Je peux vous donner un exemple. On a repris dans les années 2010 un transporteur spécialiste qui s'appelait Girard G10, 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, 15% de perte d'exploitation. Donc c'est colossal, c'est un gros challenge. Mais le dossier a été en quelque sorte un no-brainer pour nous parce que les difficultés s'expliquaient par deux causes très clairement définies. La perte d'un client majeur qui nécessitait une réorganisation. Et ce transporteur s'appuyait sur un réseau d'agences, une quinzaine, et deux lourdement déficitaires. Et donc on savait qu'en traitant le sureffectif d'une part et en fermant les agences déficitaires, on arrivait à résoudre le problème. Donc passer, malgré une équation financière, 70 millions de chiffre d'affaires, 15% de perte, malgré cela, une décision d'investissement évidente et un plan de retournement qui, derrière sans être facile, n'a pas été d'une complexité absolue, parce que des causes identifiées et un mode d'emploi assez simple pour les résoudre. Je compare ça à tout un tas de dossiers qu'on peut avoir sur nos bureaux, de sociétés qui sont très légèrement bénéficiaires ou déficitaires, mais dont les causes de sous-performance sont diffuses. On ne s'est pas posé un diagnostic clair. Il faudra organiser 40 plans d'action différents pour les remettre à l'équilibre. Et là, on n'arrive pas à avoir de conviction. Et donc là, on n'y va pas. Donc, l'ampleur des difficultés, ce n'est pas ça qui décourage. C'est de ne pas arriver à comprendre l'origine du problème et de penser qu'on a un mode d'emploi simple pour les résoudre. Une fois qu'on a cette conviction-là, c'est le financement qu'il faudra apporter, c'est l'ampleur du plan. Mais d'abord, le diagnostic. Je pense que là, Erwan, je te rejoins. C'est d'abord une problématique de diagnostic. C'est d'ailleurs assez important que les managers ou les actionnaires de ces sociétés soient assez lucides et transparents sur la situation, qu'ils ne soient pas dans le déni. En fait, ça facilite beaucoup les choses quand on a une bonne vision de l'origine des difficultés, quand il y a un diagnostic qui a été posé et qu'on commence déjà à avoir des pistes de réflexion, de solutions. Ça facilite grandement les process et ça élargit le spectre de repreneurs potentiels. Et donc, on a beaucoup plus de chances de préserver la valeur de la société. C'est vrai que c'est un thème qui est très récurrent dans cette émission. On parle toujours de lucidité du dirigeant, parce qu'on sait que souvent, c'est difficile de savoir réaliser les difficultés dans lesquelles l'entreprise qu'on gère se trouve. Et évidemment, ça prend aussi en compte un autre thème, l'anticipation. Et justement, de tout ça, va décorréler différents types de sessions. Il va y avoir une session qui est panique, où c'est trop tard, il faut trouver une solution, il faut absolument la vendre, et parfois ça se vend moins bien. Ou si ça a été anticipé, ça peut faire aussi une belle histoire. Alors racontez-moi ces différents types de sessions dans les différents contextes. Alors déjà sur la lucidité, pour revenir là-dessus, il y a de nouveau, ce que je disais un petit peu plus tôt, il y a deux types de personnes avec lesquelles on va échanger. Soit vous êtes dans un groupe structuré, je dirais que la lucidité, quelque part, vous l'avez, mais le groupe grand compte, souhaitera en priorité s'occuper d'autre chose et se dira, voilà, cette filiale qui est sous-performante, je sais que j'ai une difficulté, enfin, je dois m'en occuper à un moment donné, mais ce n'est pas ma priorité, je le ferai peut-être plus tard. On y reviendra, je pense, sur la dernière partie de l'émission. Je pense que c'est peut-être une erreur, mais
dont acte. En revanche, quand on sort des groupes grands comptes et que nous sommes plutôt sur des dirigeants, là, effectivement, il y a de l'émotionnel, il y a du personnel, il y a du déni. Et là, oui, on a ce besoin d'accompagner un peu plus. Donc, sur la typologie de personnes, entre guillemets, en difficulté ou qui ont des entreprises sous-performantes, on a vraiment 2 typologies. Après, sur les différents outils qui existent, on les connaît tous un peu. Lorsqu'on rencontre des premières difficultés, ce sera une session de titres. Souvent, c'est une session qui se fera pour 1 euro ou un petit peu plus, mais dans un contexte de mandat ad hoc ou de conciliation. Donc, encadré, vous aurez donc un conciliateur qui sera désigné. Et ce qu'on recommande toujours, mais c'est exactement ce que disait Julien, c'est d'avoir quand même préparé en amont une session. On peut pas, quel que soit le contexte de la session, on ne peut pas arriver sans l'avoir préparé. De toute façon, ce sera un désastre et une mauvaise session. Après, on a ce que l'on connaît un peu plus, qui est le fameux plan de session dont tout le monde parle. Alors, petit point, les plans de session à 1 euro n'existent plus vraiment. C'est vrai qu'on peut faire des plans de session pas très chers. Un plan de session à 1 euro, comme on l'a vu, ça n'existe plus. Et il y a des opportunités de reprise. Donc, plan de session, c'est on reprend les actifs uniquement de l'entreprise à la barre du tribunal et ça implique que l'entreprise soit d'ores et déjà en redressement judiciaire. Donc là, on n'est plus dans une situation, je dirais, de sous-performance. On est dans une situation nécessairement de grande difficulté puisque l'entreprise est en état de cessation des paiements. Et depuis, alors ça a toujours existé, mais ça n'avait pas le vent en poupe. Mais dans les contextes de sauvegarde ou de redressement judiciaire, on peut également faire des reprises en fait, de titres avec présentation au tribunal concomitamment en fait, d'un plan de restructuration de la dette négocié. Ça n'avait pas vraiment le vent en poupe. Et comme vous le savez, il y a une réforme des procédures collectives récemment qui met en place différents outils, c'est technique, je ne pense pas à la peine de rentrer les détails, mais met en place des outils puissants qui permettent de renégocier en profondeur la dette avec, dans certains cas et sous certaines conditions, la possibilité en fait, de mettre en place des abandons, enfin d'aller négocier jusqu'à des abandons de créances. L'intérêt pour moi de cet outil-là, qui n'est pas exploité, c'est que contrairement au plan de cession, il n'y a pas la concurrence. Plan de cession, par construction, il y a de la concurrence, donc c'est la meilleure offre qui l'emporte. Et que lorsque vous faites une reprise comme ça de titre, vous avez la préservation du business et la préservation du BFR. Vous n'avez pas tout le BFR à reconstruire. Voilà. Après, Renaud, si tu veux en parler un peu plus, parce que vous avez été avec Arcol les premiers à l'expérimenter. Donc, je te laisse... Mais, je veux dire, plus important que la structure de reprise, je continue sur le diagnostic, parce que on a différentes structures de reprise qui peuvent être totalement in body, avec uniquement des banquiers. On peut avoir des structures de deal, procédures collectives avec des administrateurs. La question du diagnostic est toujours centrale. Diagnostic qui permet une reprise. Il faut qu'il y ait un investisseur qui ait une conviction qui y aille. Et là, je veux mettre juste le doigt sur le rôle fondamental de l'intermédiaire, de l'administrateur judiciaire, puisque la lucidité, mon expérience, c'est qu'elle n'existe pas. Elle existe rarement. Et donc, il faut que ces 2 parties prenantes aillent donner un coup de main aux dirigeants, dans un cas d'in bonis, dans un cas d'une procédure collective, pour pré-packager et aider à l'analyse de l'investisseur. L'investisseur, il a d'autant plus envie d'y passer du temps, d'y dépenser de l'argent, que des personnes lui ont facilité l'accès à l'information et ont pré-mâché, pré-analysé un certain nombre d'informations. Il se fera sa religion, mais qui ont aidé à présenter le cas. Et il n'y a rien de pire qu'un dossier où on n'a que des informations financières et aucune réflexion sur l'état réel de l'entreprise, la cause, l'origine de ces difficultés. Et encore plus que dans des deals in bonus très faciles avec des actifs à très grande rentabilité, très grande croissance, où le rôle des intermédiaires est finalement assez marginal. Sur ces procédures-là, les accompagnants peuvent vraiment faire la différence pour aider l'investisseur, qu'il soit stratégique d'ailleurs, qu'il soit investisseur financier comme nous, à se former la religion, une religion. Je ne sais pas si tu partages ce sentiment, Erwan. Mais... J'aime bien l'idée où tu reviens au diagnostic, et dans le fond, c'est aussi quelque chose que je partage. Et on est beaucoup à partager ça, de se dire, en fait, le moment où il ne faut pas se tromper, c'est le moment où on pose le diagnostic, parce que c'est à partir de là qu'on va se diriger dans là où les bonnes procédures, qu'on va qualifier l'information, et que, d'une certaine manière, on ne va pas faire d'erreur. Pour reprendre, et je vais revenir au sujet de Renaud tout à l'heure, ce qu'a dit très bien Laura aussi, c'est que d'une certaine manière, dans la chronologie du traitement de la difficulté, on a différents cadres, elle a bien décrit, in bonis, peut-être procédure de mandat ad hoc, conciliation, enfin cadre amiable, et puis ensuite on a procédure collective avec le plan de cession. Et si on se pose la question 30 secondes sur le point de savoir si chacune de ces étapes est une opportunité pour le cédant ou le cessionnaire, on peut
si on regarde les choses de manière un peu globale, on peut se dire que plus les choses sont anticipées et plus l'opportunité est pour le cédant, parce qu'il va pouvoir avoir le temps de valoriser, trouver son acquéreur, etc., discuter. Et plus on va vers le plan de cession en procédure collective, distress pure, avec du temps qui nous manque, et plus l'opportunité va au cessionnaire. Parce que le cessionnaire va pouvoir imposer d'une certaine manière son prix, ses conditions, etc. Et donc la conclusion de ce que viennent de dire à la fois Renaud et Laura, c'est de se dire que dans le fond, le point médian pour traiter dans un cas un peu distress quand même, parce que c'est ça qui nous intéresse, la cession ou l'acquisition, le point médian, c'est la procédure amiable. Parce que cette procédure amiable, elle nous permet d'acheter du temps pour que d'une certaine manière, le cessionnaire ne soit pas obligé d'aller si vite que ça pour céder. Donc on a les leviers pour ça, on gagne du temps. Nous permet, comme l'a très bien dit Julien, de qualifier de l'information. Et c'est cette information, à partir de cette information, qu'on va constituer un BP, qu'on va gagner de la confiance, nous permet d'apporter de la sécurité juridique pour que le deal soit totalement sécure, qu'on ne se pose pas la question a posteriori, est-ce que j'ai acheté quelque chose en nullité de période suspecte? Est-ce que mon prix est juste? Est-ce que ces paramètres sont suffisamment sécures sur le plan juridique? Et donc l'idéal, évidemment, tout le monde le dit, c'est d'anticiper pour être dans un cadre amiable, pour mettre la bonne équipe et pour avoir le temps de faire les choses comme il faut et de ne pas les subir. Et puis après, je rajouterai un mot sur l'alternative peut-être au plan de cession, la reprise interne et l'intérêt des classes de parties affectées. Mais peut-être que si on regarde les choses chronologiquement, en fait, c'est d'avoir la maîtrise du sujet, d'aller dans la bonne procédure au bon moment. Et pour ça, comme disait Renaud, il faut avoir le bon diagnostic et la bonne équipe. Il y a un point important au-delà du diagnostic, c'est aussi de rassurer les partenaires de la société. C'est-à-dire qu'on doit effectivement acheter du temps, mais se positionner dans un contexte amiable, ça permet de mettre un peu les choses à plat, et puis d'expliquer aux partenaires, que ce soit les banques, les fournisseurs, si besoin, qu'on est parti pour essayer de trouver une solution, et qu'on sera totalement transparent sur le process et la solution qu'on va construire. Et je trouve que le cadre amiable est très positif pour trouver une solution. Je réagis à ton exposé où tu expliquais que quand le process avait lieu très tôt, il était plutôt à la faveur du cédant, et quand il avait lieu en dernière minute, un peu en urgence, à la faveur de l'acquéreur. Je pense que dans un nombre assez important de cas, on est dans des situations de deal assez win-win en réalité. Parce qu'en fait, on a souvent affaire à des objets qui n'ont pas la même valeur pour le cédant et pour l'acquéreur. Parce que, encore une fois, soit une société est en déshérence, elle n'a plus de marché, elle n'intéresse plus personne. Mais ce n'est pas ça dont on parle. Ces sujets-là n'ont pas d'intérêt. On parle de sociétés qui ont leur place sur leur marché, mais qui, pour tout un tas de raisons, pour un certain nombre de raisons, ne fonctionnent pas sous la responsabilité d'un actionnaire ou au sein d'un groupe. Nos meilleurs dossiers, c'est ça. Il y a quelques années, on avait repris au groupe de propreté breton Samsic, un groupe extrêmement qui connaît une grande réussite, à qui on ne peut pas reprocher une méconnaissance de la gestion fine, mais il avait au sein de ses activités une toute petite activité qui n'était pas core business, qu'ils avaient récupéré en achetant un portefeuille plus large d'activités, qui avaient commencé à péricliter dans leur groupe et qui allaient de manière assez certaine vers la difficulté. Ils ont eu l'intelligence de le sortir assez tôt, ce qui nous a permis de faire un deal dans des conditions d'entrée très intéressantes, mais qui leur a aussi permis d'éviter une grande difficulté plus tard. Et pour moi, dans les deals de sous-performance, on est beaucoup plus souvent sur des dynamiques où il y a vraiment un deal win-win entre un cédant qui s'évite une grosse difficulté à venir, difficulté financière, difficulté réputationnelle, et un acquéreur qui a un point d'entrée intéressant et qui, s'il y met l'énergie et qu'il a posé le bon diagnostic, est en situation d'aller créer énormément de valeur. Donc je ne poserai pas... Il y a des cas où les intérêts peuvent être opposés, mais je dirais qu'il y a une grande partie des cas où en fait on arrive à satisfaire vraiment l'intérêt des deux parties. Et finalement, l'opportunité, elle est des deux côtés. Si on est dans du distress M&A, sinon en fait on ne serait pas dans du distress M&A. Attention quand même, à un moment donné, à se poser les bonnes questions et à se dire, est-ce que j'aurais pas aujourd'hui un avantage, à faire la comparaison entre l'avantage de céder à un instant T, versus les risques que vous avez à garder une participation difficile dans votre portefeuille. Ça arrive que des fonds sponsors se disent, bon, je vais la redresser, c'est pas la bonne année cette année, je vais refaire un BP, je vais reprendre un nouveau dirigeant, je vais la relancer. Sauf que
une année passe, 2 années passent, 3 années passent. L'objectif, alors là je parle plutôt des fonds d'ailleurs, qui ont des objectifs d'avoir des retours. L'objectif était de faire x7. On se rend compte que si on cède à l'instant T, on sera que à x4. Donc on se dit non, je vais attendre, je vais la relancer. Puis en fait, on attend tellement qu'un événement totalement extérieur, un macroéconomique qui arrive, une guerre, qu'importe, arrive. Et finalement, on se retrouve à ne pas l'avoir cédé. Alors, on ne fera pas x7, on ne fera pas x4, mais on fera 0. Donc, il faut faire attention aussi au timing. Et on revient à la notion de lucidité, de se poser du côté du cédant, de se poser les bonnes questions au bon moment et de savoir dire, vaut mieux prendre un peu maintenant que le gain que j'avais anticipé et espéré, plutôt que d'attendre et de prendre 0. J'ai un cas assez récent où malheureusement l'actionnaire a attendu et aura 0. Voilà. Donc là-dessus, encore une fois, c'est anticiper de la lucidité et se poser vraiment, j'insiste là-dessus, les bonnes questions de le risque d'attendre versus la conservation en fait de l'actif. Alors si on revient sur justement les bonnes guidelines à avoir en tête dans ce cadre de cession d'entreprises sous-performantes, dans ce cadre de distress M&A, que ce soit les bonnes guidelines, donc on a parlé anticipation, on a parlé diagnostic, on a parlé lucidité, mais aussi les pièges, parce que forcément, c'est pas non plus une cession aussi simple, aussi simple, si je puis me permettre, que du M&A classique. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le diagnostic est clé. Il peut y avoir un travers qui consiste à, parce qu'il y a différents types de procédures, qu'elles ont chacune leur complexité et leurs opportunités, d'aller passer beaucoup de temps et d'énergie à essayer de structurer des deals hyper malins, très intelligents, qui vont utiliser toutes les possibilités du droit, mais qui du coup enlèvent le focus sur justement l'analyse de le diagnostic, les causes des difficultés, 2, l'élaboration d'un plan qui vise à les traiter. Et donc, on va passer des heures carrées à réfléchir à la structure de reprise. On va juste oublier un truc, c'est qu'on est en train d'acheter des flux futurs, et donc il faut vraiment se poser la question de est-ce qu'on est en capacité de refaire des flux futurs. Et donc, faire un deal très malin d'un point de vue juridique, et pas faire un deal intelligent d'un point de vue business, parce qu'on s'est laissé happer par une partie du travail de la due diligence. Je me tourne vers Karl, du coup. Non, je rebondis juste sur ce qu'a dit Renaud, parce que l'idée de faire un deal malin, ça peut être aussi, par exemple, d'éviter pour un repreneur d'attendre le dernier moment pour se présenter en plan de cession, pour éviter une concurrence, pour éviter que le business soit trop abîmé, pour éviter que l'écosystème soit abîmé par le plan de cession. Et de plus en plus, on observe d'une certaine manière que les alternatives au plan de cession sont des plans de continuation par voie de reprise interne, donc une session de contrôle avant de présenter un plan de continuation, et on fait le levier sur la dette par cette même occasion. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les classes de parties affectées, on ne va pas rentrer dans la technique de ce sujet évidemment. On peut faire plusieurs émissions dessus. On reviendra pour ça, promis, Béatrice. Mais les classes de parties affectées sont aussi un assez bon levier sur le traitement de la dette en marge de cette session, de cette continuation par reprise interne, parce qu'elle nous permet, sur le point de pivot des créanciers dans la monnaie, d'alléger sans avoir à passer par un plan de cession qui dégrade beaucoup la valeur et qui peut d'une certaine manière entraîner une compétition sur le repreneur et qui qualifie parfois pas nécessairement le meilleur repreneur. Donc effectivement, attention à ne pas se tromper dans l'objectif, à ne pas aller dans un objectif de dire, en réalité, ce qui est important, c'est mon prix de cession. Et parfois, de payer un tout petit peu plus en ayant négocié la dette en amont, permet d'une certaine manière d'éviter les pièges que vous indiquiez tout à l'heure, Béatrice. Julien, je me tourne vers toi pour la partie business, justement, qu'évoquait Renaud. Bon, sur la partie business, moi je reviens souvent, en ce moment on a pas mal de cas de LBO défaillants, et effectivement quand on réagit en amont, que le sous-jacent est toujours rentable, alors certes il n'est pas suffisant parfois pour payer, dans tous les cas pour payer la dette holding, mais quand le sous-jacent est toujours rentable, les solutions elles sont beaucoup plus larges. Et elles ne se limitent pas simplement à certains types de fonds, elles peuvent s'élargir sur d'autres types de fonds ou d'autres corporates. Et donc, on revient sur ce principe de l'anticipation et de bien poser le diagnostic, ou en tout cas de se rendre compte que son LBO n'est pas aussi performant qu'on l'attend, et donc de rapidement poser ce diagnostic pour se dire, voilà, est-ce que je conserve, et que parce qu'il y a des leviers qu'on n'a pas identifiés, et on peut peut-être faire quelque chose, ou alors est-ce qu'effectivement c'est un LBO qui va se révéler sous-performant, il y a encore de la valeur, plus je vais agir vite, plus je vais retrouver une partie de la valeur, même si ce n'est pas la totalité. Et pour compléter ce que tu dis,
Un point important pour moi aussi, c'est alors, la prise de décision, c'est toujours délicat. Prendre une décision de céder une entreprise sous-performante, c'est pas forcément évident. Surtout quand on est, encore une fois, en dehors des grands groupes, voilà, des groupes grands comptes. En revanche, une fois qu'on a pris la décision, ce qui est important, c'est d'aller vite. Il ne faut pas revenir en arrière, il ne faut pas tergiverser, il faut dérouler. Pourquoi ? Parce que ça va préserver la réputation de l'entreprise et ça va préserver aussi, c'est quand même lourd une cession, un actif qui me paraît essentiel, qui est les employés de l'entreprise. Donc une fois que la décision est prise, il faut dérouler, il faut aller vite. Et on parle souvent, dans le domaine de la restructuration, de l'anticipation. On parle souvent de l'anticipation des difficultés. Mais au même titre qu'il y a une anticipation des difficultés, et Julien, tu le disais très très bien un peu plus tôt, il y a une anticipation de la cession. Quand vous décidez de céder, il faut anticiper. Au moment où on met l'entreprise sur le marché, quelles que soient les difficultés qu'elle rencontre, il faut être prêt, il faut avoir réuni toutes les informations pour pouvoir dérouler rapidement. C'est uniquement dans ce cadre-là que dans un contexte, alors là je me replace sur le contexte in bonis, qui est plutôt la cession de titres en mandat d'encore en conciliation, mais que vous ferez une bonne cession. Est-ce que vous avez des exemples, des beaux exemples de cessions en distress M&A qui ont réussi, qui ont permis justement à l'entreprise de perdurer? Alors, là, j'ai aucun exemple. Par définition, moi, je suis à l'acquisition, donc je ne peux pas répondre à votre question. À l'acquisition, du coup. Ah bah, à l'acquisition, on a un certain nombre de réussites, mais si ta question a été tournée sur l'intérêt pour le cédant, et on n'a heureusement pas à le faire. On n'a heureusement pas eu à le faire. Non, mais nous, on a traité un certain nombre de sujets où, effectivement, des sociétés opérationnelles qui rencontrent quelques difficultés, qui sont plus à même de servir la dette, ont été cédées dans la monnaie et qui sont aujourd'hui toujours, qui sont même en croissance et toujours présentes. Donc ça, oui, on a un certain nombre de credentials sur le sujet. Après, donner des noms... Pour tous ceux que tu cites pas, la difficulté. Voilà, exactement. Exactement. Alors, comme d'habitude, sur cette émission, j'aime bien vous poser une question très simple pour un peu résumer tout ce qu'on s'est dit. Est-ce que vous pouvez retenir un ou deux mots essentiels à ces quelques minutes qu'on a passées ensemble? Julien, qu'est-ce que tu retiendrais de vraiment important qu'il faut garder en tête? La pose du diagnostic. Enfin, je pense que c'est la clé de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et c'est la clé de la réussite du retournement de la société sous-performante. Renaud, ton mot ou tes mots? Non, c'est l'identification de la cause des difficultés, elle est devant tout. Et l'autre idée, c'est quand même de se dire qu'on est dans un domaine, je le redis, où il y a vraiment une zone de recouvrement de l'intérêt du cédant et de l'intérêt de l'acquéreur. On n'est pas juste en train de déporter de la valeur à droite ou à gauche. On crée de la valeur chez un cédant qui, pour tout un tas de raisons, est en échec ou en sous-performance sur une de ses participations. Et puis, on va essayer d'en créer beaucoup chez un nouvel acquéreur qui vient avec une nouvelle ambition, une nouvelle équipe, des idées, un diagnostic plus facile à poser, parce que c'est toujours plus facile d'être objectif quand on est extérieur à une situation que lorsqu'on a participé à la politique des dernières années. Voilà, donc cette idée qu'on n'est pas juste en train de bouger de la valeur entre la droite et la gauche, on va en créer parce que on va avoir une histoire différente et qu'au global, ça va être plus créateur de valeur que si on l'a laissé dans l'ancien ensemble. En fait, c'est exactement ça, c'est la synthèse de ce qui vient d'être dit par à la fois Julien et Renaud. C'est créer la bonne équipe. Il faut quand même l'équipe un peu distress parce que c'est des moments bien particuliers où chacun a sa compétence et elle est, on va dire, unique dans ces moments-là. Le bon diagnostic pour se diriger dans la bonne procédure et pour arriver à un deal qui est équilibré pour les deux parties. En fait, c'est ça le résumé de ce qu'on vient de se dire, je pense, collectivement. Laura, j'imagine qu'elle va rajouter encore... je ne vais pas résumer ce que tu as C'est dit dur parce de que passer tu l'as très très bien dit. Moi, je dirais en synthèse, c'est vraiment comprendre le risque de conserver versus les avantages parfois de céder. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur cette émission. Ça a été un plaisir de vous recevoir. On se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode de Rebond.